Bonjour la Martinique, bonjour la Guadeloupe, la Guyane et puis tous ceux qui peuvent nous voir beaucoup plus loin. Merci à vous de nous recevoir chez vous. Je reste persuadé que vous avez dû passer un super week-end de Pâques entre le crabe, le petit punch, le riz, tout ça. C'est la tradition. Hein. Donc, certains pensent que je suis un micronutritionniste enfermé dans une prison. Pas du tout. Pas du tout. Je mange tout. Je fais simplement un peu plus attention que vous parce que je sais. Mais le crabe, j'en ai mangé. J'ai pris mon petit punch. J'ai bu un peu de vin à table. Voilà. Donc, j'espère que vous avez fait comme moi parce que bonnes choses ne se refusent pas. Simplement, il faut les prendre avec mesure. Pour vous aujourd'hui, mon ami, parce qu'il dit que je suis son ami, donc je peux le dire, le pandite Philippe Dulac, nous a emmené deux de ses amis, que j'ai déjà eu l'occasion d'apercevoir et de rencontrer, pour nous parler de la Ayurveda et de la méditation. C'est cela. Donc je vais laisser à Philippe le soin de les présenter. Alors, pandite Philippe Dulac, merci d'être là. Chaque fois que tu viens sur notre antenne, c'est toujours un grand plaisir. Je reçois après beaucoup de coups de fil où les gens me demandent des contacts. Et tu nous as emmené deux amis avec qui j'ai déjà longuement parlé avant l'émission. Et alors, raconte-nous, qui sont-ils, que font-ils? Alors d'abord, je suis très heureux de retrouver mon siège là. Ouais. C'est vraiment devenu une habitude, quelque chose, un besoin pratiquement pour moi. Je te remercie, très docteur. gentil. Je sais ce que tu fais pour... tu es un lien dans l'Ayurveda aussi parce que tu t'occupes de la santé des gens et ce n'est pas rien. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai voulu m'enrober de deux techniciens, vraiment des techniciens de l'Ayurveda qui ont le langage pour ça, qui vont parler de cette science. C'est amusant hein, que tu parles de l'Ayurveda en parlant de technicien. C'est parce que quand les gens, quand ils entendent parler de l'Ayurveda, pour eux c'est quelque chose de tellement ancien, et pour employer le mot de technicien à côté, ça fait du modernisme. Oui, ce sont des techniciens, effectivement. Eh bien, ils vont dévoiler leurs secrets, ils vont dévoiler comment ils sont devenus des techniciens. C'est mon ami Emmanuel Robard qui est professeur de méditation transcendantale, et mon ami Jean-Pierre Prosper qui est aussi professeur de méditation transcendantale. Donc le plateau est sacrément relevé. C'est pire que la sauce au crabe. Hein. C'est très pimenté. C'est très pimenté. On verra si nous pouvons digérer tout cela. Donc voilà, je les jette en pâture parce que ce dont ils vont parler, c'est vraiment d'un niveau très supérieur, mais ils ont la pédagogie, il a l'habitude de travailler avec des enfants. Je sais qu'il va trouver les mots pour simplifier les choses. Alors que moi, c'est un petit peu plus difficile. Je suis un technicien vraiment... un technicien de la technique, des fois je ne peux pas simplifier les choses. Ouais, tu nous as déjà fait le coup ici, d'accord. Donc voilà, et je laisse la parole à l'un d'eux, soit à Jean-Pierre, soit à Emmanuel pour expliciter un petit peu. Alors on va respecter le doigt d'aînesse et on va donner la parole à Emmanuel. Alors Emmanuel, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment tu es arrivé à t'occuper d'Ayurveda? C'est-à-dire que je suis enseignant, j'enseigne à la maternelle. Et à un moment donné de ma vie, j'ai fait du karaté. J'ai appris du karaté et j'ai eu comme maître Kawakami. Et c'est quelqu'un qui m'a vraiment inspiré. Et souvent, il parlait de méditation. Donc, il expliquait que au Japon, le matin, les karatékas, ils s'occupent de l'esprit et l'après-midi, le corps. Et ça a mis une petite graine en moi qui a germé et j'ai voulu à tout prix connaître ce que c'était la méditation. Un jour, j'ai entendu parler de la méditation transcendantale. J'ai pratiqué la technique, mais au même moment, on parlait des Beatles. Donc j'étais pas très à l'aise avec cette affaire. Je me disais, Manolito, tu es devenu un Beatles. À ce moment-là, la méditation transcendantale n'avait pas bonne presse. Hein. Non, voilà. Et donc ça m'a un petit peu gêné, surtout que moi, j'ai toujours aimé ma liberté. Je n'ai jamais fait partie d'un parti politique, de quoi que ce soit. Et pourtant, j'ai été par le passé sollicité. Donc je suis parti en Inde et j'ai voulu voir
je suis allé en tourisme en Inde et j'ai voulu voir ce qu'était la méditation, comment la méditation était perçue en Inde. Et j'ai eu la grande chance de rencontrer, je suis allé dans l'ashram de Maharishi à Rishikesh. Maharishi, c'est qui c'est? Maharishi? Qui c'est? Ah, Maharishi, bon dans le mot Maharishi, il y a Ma, qui veut dire grand, et Rishi. Oui. Un Rishi, c'est un yogi qui est arrivé au sommet de son développement et qui a une connaissance de son être. Son être qui est l'équivalent en physique du champ unifié. On va peut-être revenir tout à l'heure, Jean-Pierre ou Philippe va parler du champ unifié. Donc, je suis allé là pour voir qui était vraiment Maharishi. Et là, j'ai rencontré un pandit. Ce pandit, il m'a appris à chanter des versets des Védas. Il m'a dit, bon, quand tu vas rencontrer Maharishi, tu vas lui réciter ces versets. Parce que les Védas sont les versets. Alors, il faut comprendre une chose, les Védas, c'est... À la base de l'univers, il y a un champ, comme il y a le champ électromagnétique. Alors, il y a un champ, et ce champ-là, que la physique a appelé le champ unifié, quand il vibre, eh bien, il y a des sons qui apparaissent. Eh bien, ce sont ces sons-là. Vous savez, il y a des animaux, au moment du tsunami qu'il y a eu en Asie, les hommes il y a des gens qui étaient près de la plage. Ils sont restés là, ils n'ont pas fui. Mais plus loin, et peut-être dans les environs même, il y a des animaux qui ont fui. Pourquoi? Parce qu'ils ont perçu le tsunami qui venait de loin. Donc ça veut dire que la perception, on peut la raffiner. Et le rishi, le yogi, parfait, celui qui est arrivé au sommet, eh bien, il a une perception qui est très raffinée. Plus fine que le commun des mortels. Et lui, qu'est-ce que lui, il peut entendre? Eh bien, c'est le bruit de l'intelligence qui fait fonctionner notre physiologie. Quel chemin! Non seulement le voir, mais non seulement l'entendre, mais le voir aussi. Et c'est pourquoi on a parlé de Maharishi. Et comme lui, il était un petit peu au-dessus des autres, donc c'est un Maharishi, un grand rishi. D'accord. Bien, nous apprenons des choses là. Alors, je dis nous apprenons des choses. À chaque fois que mes invités viennent ici, nous apprenons toujours des choses. Parce que l'intention de ces émissions, c'est de la pédagogie. Oui. L'information la plus large possible. Voilà. Et c'est pour ça que je demandais à l'autre professeur de méditation transcendantale de nous parler de lui. Alors Jean-Pierre, dis-nous. Alors moi, en fait, mon parcours, en fait, j'ai commencé à pratiquer la méditation quand j'étais étudiant. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir plus de facultés pour étudier, d'avoir plus de mémoire, plus d'intelligence, etc. Et j'ai découvert que la méditation, c'était beaucoup plus que ça, en fait. Et surtout au niveau de la santé. Parce qu'en fait, j'ai entendu parler d'élimination de tension, de normalisation du système nerveux, de bien-être. Et donc, ça m'a aussi intéressé. Et donc, je me suis posé la question, comment ça se peut qu'une technique simple, on dit que c'est une technique simple, facile, sans effort, que l'on pratique 2 fois par jour, 15 à 20 minutes, peut apporter un mieux-être à l'individu. En fait, c'est simplement parce que ça provoque un profond repos dans le système nerveux. Donc quand tu parles de méditation, c'était une méditation laquelle tu as commencé à pratiquer? La méditation transcendantale. Tout de suite? Directement. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs. Oui, mais j'ai eu la chance de tomber sur cette méditation transcendantale qui m'a apporté satisfaction. À l'époque, on avait déjà retrouvé des lettres de noblesse, c'est ça? Oui. Oui, certainement. De toute façon, il y a eu cette époque quand même trouble, mais en même temps très prolifique parce qu'à ce moment-là, Maharishi a voyagé partout dans le monde, en Europe et aux États-Unis, et les recherches scientifiques sont venues conforter. Donc,
ce dont on parle là, c'est toujours sur la base de recherche scientifique. Et donc, en fait, tu es en train de nous dire que la méditation transcendantale, ça n'a plus rien à voir avec des illuminés, quoi. Pas du tout. Alors, là, intéressant, hein? Oui, et c'est ça. Il faut éclaircir l'histoire. Parce qu'il n'y a pas de confusion. De confusion. Et c'est vraiment le travail de Maharishi Mahesh Yogi, c'est d'avoir été chercher non seulement des spécialistes du Veda qui veut dire connaissance, en Inde, dans les 4 coins de l'Inde, pour mettre à jour cette connaissance de l'Ayurveda, mais aussi d'aller chercher, s'entourer des plus grands scientifiques mondiaux pour valider par la science moderne la science ancestrale. Alors tu as parlé de 2 choses là, de l'Ayurveda et des Védas. Voilà. Alors quel est le chemin qu'il y a des Védas à l'Ayurveda? Alors, effectivement, Veda veut dire connaissance. Connaissance. Mais pas connaissance dans le sens livresque. C'est connaissance des lois de la nature. Alors, parce qu'il y a connaissance et savoir. Voilà. Et ça, c'est de la connaissance. Le savoir, c'est livré. C'est ce qu'on appelle, il peut être même sanctionné par un diplôme. Voilà. La connaissance, c'est quelque chose de beaucoup plus large. Beaucoup plus large. Nous sommes d'accord? Oui. C'est le niveau des lois naturelles. C'est un niveau de toutes les lois naturelles. C'est la connaissance de la création, du mécanisme de création, du mécanisme d'évolution et de transformation de tout ce qui existe. Voilà, c'est ce qu'on pourrait dire sur le Veda, de façon très rapide. Et l'Ayurveda, elle, s'inscrit dans le Veda. On peut dire que c'est le côté pratique du Veda. Comment cette connaissance sera utilisée par des outils pour nous permettre de développer la santé, mais d'une façon très très large. Alors, je voudrais que tu nous éclaircisses quelque chose. L'Ayurveda, en traduction occidentale, c'est médecine indienne. Oui. Quelle est la réalité de cette traduction, si elle est fausse ou approximative? Et est-ce que, pour pratiquer l'Ayurveda, est-ce qu'il faut être d'origine indienne? Oui. Alors, Ayurveda en termes de médecine, c'est faux. Parce qu'en fait, l'Ayurveda, la médecine, elle est née de l'observation du corps. On a découpé, on a cherché, on a trouvé des différentes constitutions de la physiologie. Alors que l'Ayurveda n'est pas venu de là. L'Ayurveda, est né comment? L'Ayurveda, à un moment donné, les sages ont constaté que malgré tous les grands efforts qu'ils faisaient, les sages, c'est-à-dire les yogis, les gens ne progressaient pas dans leur pratique. Alors ils sont allés sur l'Himalaya, qui est une montagne très haute, et beaucoup de sages, et ils se sont mis en méditation, sauf un. Alors, ceux qui étaient en méditation, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils faisaient la même chose que l'on fait dans les accélérateurs de particules. Vous avez entendu parler du LHC, le grand accélérateur de particules. Donc, il a fallu quelque chose de cette dimension, de cette taille, pour pouvoir trouver, par exemple, le boson de Higgs, dont on a beaucoup parlé. Donc, beaucoup d'énergie. Donc, il y avait beaucoup de sages sur les Himalayas et ils se sont mis à barater la conscience à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils sont entrés en conscience, au niveau de la conscience la plus fondamentale. Alors il faudrait, de temps en temps, je vais me permettre de t'arrêter parce que barater la conscience, pour beaucoup de gens, ils ne savent pas ce que c'est que le baratage, parce que le baratage est utilisé beaucoup en médecine ayurvédique, surtout au niveau de l'intestin. Donc, je voudrais que tu précises un petit peu ce que tu appelles le baratage. Oui, c'est-à-dire que le baratage, ici, a le sens d'animation. D'animation, voilà. Donc, ils ont animé la conscience et ils étaient tous en méditation, sauf un qui s'appelle Bharadwaja. Et lui, c'est lui qui a eu la connaissance de l'Ayurveda. C'est-à-dire la connaissance des différentes parties du corps et aussi quels éléments permettent de corriger. Parce que l'Ayurveda est une institution correctionnelle. C'est-à-dire que c'est très simple.
tout à l'heure, on parlait de diabète. Chez nous, quand quelqu'un a le diabète, eh bien, il prend des médicaments à vie. Eh bien, en Ayurveda, ce n'est pas le cas. En Ayurveda, il y a des plantes qui ont la même fréquence que le pancréas. Donc en Ayurveda, on va utiliser ces plantes-là. Mais comme maintenant, il y a beaucoup de médecins occidentaux qui s'intéressent à l'Ayurveda, eh bien, les autres traitements ayurvédiques concernant le diabète, eh bien, le médecin occidental qui a la connaissance de l'Ayurveda, va utiliser les médicaments qu'il utilise généralement, hein, et en même temps les plantes, dans un premier temps. Après, il va mettre de côté les médicaments occidentaux et il va continuer avec les plantes. C'est un processus qui est assez lent. Mais à la fin, il va arriver un moment où l'intelligence du corps va se réveiller. Et alors, l'organe va recommencer à fonctionner. Parce qu'en fait, l'Ayurveda, ce que l'Ayurveda fait vraiment, l'Ayurveda anime l'intelligence. Le but de l'Ayurveda, c'est d'animer l'intelligence. À la base, parce que les Occidentaux, eux, ils ne voient les organes comme de la matière. Alors que l'Ayurveda, à la base, il voit la conscience. C'est tellement vrai que maintenant, il y a un diplôme universitaire qui a été développé à Strasbourg, qui s'appelle Méditation, Neurosciences et Médecine. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que la méditation avait un très grand impact sur la physiologie, dans le sens positif. Donc, l'Occident est en train de reconnaître la valeur de la conscience. Et la conscience, ça appartient à l'Inde. Je vais vous dire quelque chose qui est très intéressant. Et moi je suis venu principalement pour vous en parler. Il y a eu un symposium en Inde récemment. Et là, il y avait pas mal de ministres du gouvernement et puis les plus grands sages de l'Inde. Et l'un des ministres, il est arrivé, comme il était très occupé, enfin il avait promis de venir. C'est le ministre de la Science et de la Technologie. Il avait promis de venir, mais vous savez, au niveau de la politique, on est souvent bousculé par les événements. Donc il n'avait pas pu assister. Et il est venu, et il va dire la chose qui concerne l'Ayurveda. Il a dit cette chose très essentielle. Lorsque les Anglais sont arrivés en Inde, ils ont voulu dominer par la force. Comme tous les colons, hein? Oui. En passant. et ils ne sont pas arrivés. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés dans les écoles un peu partout où il y avait les pandites. C'est-à-dire ces gens qui enseignaient les Védas. Et ils les ont expulsés. Et en fait, la connaissance des Védas et de tout le reste a été perdue. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que longtemps avant, les Arabes étaient venus en Inde et ils ont pris la connaissance de l'Ayurveda. Ils ont ramené chez eux. Les Grecs. Ouais, ils l'ont traduit en grec et après ils l'ont envoyé dans le reste de l'Europe, en Europe. Eh bien, le ministre explique quoi? Il dit, notre médecine que les Européens ont pris, ils ont mis notre connaissance plutôt, pas médecine, parce qu'ils ne veulent pas entendre. En Ayurveda, on ne veut pas entendre parler de termes de médecine, parce que c'est une connaissance de la conscience et du corps. Eh bien, ils ont pris ça, ils ont mis ça à leur sauce, et puis ils nous ont renvoyé cette chose, vous voyez, sous le nom de médecine moderne, allopathique, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est la médecine, c'est la manière, c'est la technique que les Indiens avaient pour
rétablir l'équilibre. Parce que dans la science védique, santé veut dire swasthya. Que veut dire swasthya? Swasthya, c'est établi dans l'être. Établi dans l'état fondamental de la physiologie. Et un être en bonne santé, eh bien, c'est un être qui est établi dans l'être. Éveillé. Qui est éveillé. Éveillé. Donc, les Indiens, c'était leur manière de faire évoluer. L'Ayurveda, c'était fait pour faire évoluer les gens. Évoluer, ne pas les laisser. Parce qu'en fait, les problèmes qu'on a actuellement dans la société, on parle de problèmes au pluriel. Mais il n'y a pas de problème au pluriel, il y a un seul problème. C'est le problème d'intelligence. L'intelligence qui émerge de la conscience. Et c'est pourquoi j'insiste pour vous dire que ce symposium, nous sommes en train de vivre un moment très important. Vous êtes en train de rendre un service à la Martinique. Parce qu'on ne sait pas que très récemment, des scientifiques occidentaux sont allés en Inde, ont participé à un symposium où il y avait plusieurs ministres du gouvernement indien et les plus grands sages de l'Inde, les plus grands sages actuels de l'Inde. Et le ministre de la science et de la technologie, je vous ai dit qu'il était arrivé en retard à la réunion, eh bien lui, il a remercié les scientifiques occidentaux parce qu'il leur a dit ce que vous dites là actuellement, il y a 40 ans que moi j'y pense. J'ai voulu que la civilisation védique revienne en Inde, mais personne ne m'écoutait. Pourquoi personne ne m'écoutait? Mais c'est comme ici, concernant les plantes, les gens, les scientifiques qui s'occupent de la science en Martinique ne sont pas tellement intéressés par les plantes. Oh, c'est pas qu'ils ne soient pas intéressés, mais je pense surtout qu'il y a des limites administratives qu'on ne peut pas dépasser. Donc je reviens à ce que je dis, c'est-à-dire que vous avez des possibilités qui sont là, et on ne peut pas les exploiter parce qu'il y a des lois. Ouais, voilà. Mais c'est la même chose, lorsque l'Inde a été colonisée, donc on a ramené la connaissance occidentale, c'est-à-dire celle qui venait d'Angleterre. Et donc ça fait que on ne pouvait pas utiliser... On est dans un problème politique là. Hein. Ah ben oui. Non, c'est le phénomène de la colonisation. Oui, absolument. Mais pourquoi nous n'avons pas le droit d'exploiter les plantes? C'est parce que les maîtres blancs avaient peur qu'on les empoisonne avec les plantes. C'est à partir de ce moment-là que nous n'avons plus droit à faire de la médecine par les plantes. Par les plantes, oui. Donc à l'heure actuelle, il y a une réhabilitation. Il y a quelques plantes qui sont entrées, ça ne fait pas très très longtemps d'ailleurs, dans la pharmacopée française. Mais il y a encore un gros travail à faire. Mais parce que nous n'avions pas le droit. On nous a supprimé plein de choses comme ça. Le cacao, on n'a plus le droit d'en faire parce que c'est une loi administrative. Donc nous avons les limites qui sont encore liées à la colonisation qui pèse sur nous. Et donc les gens en Inde, même les scientifiques indiens, non seulement il y avait les lois, mais pour eux aussi, ils avaient, comment dirais-je, ils pensaient comme les Occidentaux, c'est-à-dire qu'ils avaient un certain mépris pour l'Ayurveda, pour tout ce qui est Veda. Et lorsque ces gens-là ont débarqué, je vous dis que les gens qui étaient dans la salle étaient un petit peu cintrés. Vous voyez, parce que c'était des éminences. John Eglon, c'est l'un des plus grands physiciens de la planète. John Fagan, quand on parle d'OMG, c'est lui qui a été le premier à dire bon, il faut arrêter. Le gouvernement américain lui a donné une somme considérable pour faire des recherches au niveau des gènes. Il a dit non, c'est quelque chose de très dangereux, je ne veux pas faire ça. Et il faut savoir une chose, c'est que actuellement, enfin récemment, les médecins qui ont fait des recherches, les scientifiques qui ont fait des recherches sur les effets de la méditation sur la physiologie, tous ces chercheurs-là, ils se sont réunis. Et c'était la première fois que ça se faisait. Et le but de la réunion, c'était de vraiment accélérer, montrer l'importance de la conscience dans
le processus de, disons, de guérison. De guérison, Parce que, oui. on parle de guérison en Occident, de guérison. Eh bien, ces chercheurs-là, il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, les chercheurs américains, des médecins, font la queue auprès de ces chercheurs de l'université Maharishi pour savoir comment établir des protocoles, quelle direction prendre. Parce qu'en ce moment, le gouvernement américain a pris conscience du fait qu'on ne peut pas tolérer cette espèce de désastre qu'il y a au plan de la santé. Donc le gouvernement américain a dit, je donne de l'argent. Par exemple, il y a celui qui s'occupe du cœur là. Il y a un spécialiste du cœur à l'université Maharishi. Et lui, il a reçu près de 25 millions de dollars pour faire des recherches au niveau du cœur. Il y a un autre chercheur qui a reçu 2 millions de dollars pour faire des recherches au niveau de ce qu'ils appellent PTSD, c'est-à-dire les traumatismes qui sont créés par la guerre. C'est-à-dire les vétérans, quand ils reviennent, ben, il y a beaucoup qui se suicident et ça coûte très cher au pays. Donc, ils ont donné 2 millions de dollars à ce chercheur pour qu'il puisse continuer ses recherches et expliquer pourquoi les gens arrivent à retrouver après quelques mois, ils arrivent à se retrouver, quoi, en quelque sorte. C'est quelquefois quelques années. Hein. Ah, oui. Jean-Pierre, Alors, oui. alors moi, pour arriver à tout cela, oui. il faut faire de la méditation. Oui, c'est pas qu'il faut faire de la méditation. C'est-à-dire que l'aspect central de tout ça, c'est la conscience et la connaissance de soi. Quand on médite, on explore notre propre conscience, on se retourne vers soi-même. Et on permet donc à l'intelligence, à la conscience de s'élargir. Au fur et à mesure, après des méditations successives, on a une autre vision des choses, une vision plus large. D'ailleurs, si on fait des expériences pendant la méditation sur le cerveau, on fait les EEG, les électroencéphalogrammes, on va mettre des électrodes. On va constater 3 choses facilement. C'est que la coordination entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau, donc un qui est analytique et l'autre qui est plus holistique, va se produire. Deuxièmement, que souvent, ce qui va se passer, c'est que l'activité cérébrale va passer du côté occipital vers le frontal, c'est-à-dire vers le centre de la décision. Et puis troisièmement, que en fait, il y a une activité cérébrale bien particulière pendant la méditation. Quand on commence la méditation jusqu'à la fin, et un petit peu après, on va avoir des ondes alpha, des ondes qui vont se passer uniquement pendant la méditation. Ça veut dire que la méditation transcendantale induit un état de conscience particulier. Quel est le risque de divagation, de vagabondage quand on fait de la méditation? Parce qu'il faut que ça soit cadré, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Enfin, c'est sûr que c'est une technique que l'on apprend, les professeurs sont là pour apprendre la technique. Mais il y a peu de risque de vagabondage, comme on dit, parce que en fait, c'est une technique très simple, très facile. N'importe qui peut pratiquer, même les enfants peuvent pratiquer la méditation transcendantale. Mais surtout, nous sommes dans un domaine intime qui est un domaine de calme, de tranquillité, de paix et d'ordre. C'est-à-dire que l'ordre se rétablit dans la physiologie. C'est pour ça qu'il y a ces ondes qui apparaissent. Ce sont des ondes qui traduisent l'ordre qui est dans la physiologie. Quand je te parlais de vagabondage, je prends un exemple extrême. Hein. Oui. Un type qui fait de la méditation, ou une femme, hein, c'est déjà arrivé, il dit bon. J'ai rencontré Jésus, il m'a dit il faut faire ci, il faut faire ça. C'est déjà arrivé ça. Oui. C'est pour ça que je pose la question. Oui. Est-ce que la méditation transcendantale doit être cadrée, elle doit être accompagnée? Oui. Hein, et puis, oui, absolument. C'est-à-dire que l'apprentissage de la méditation ne se fait pas n'importe comment. Voilà. Il y a un professeur et il y a un cycle d'apprentissage qui dure 7 jours où on vérifie la pratique et aussi on donne des conseils bien particuliers pour apprendre et suivre. Et après 7 jours, les gens peuvent... Ils peuvent pratiquer tranquillement chez eux. Hein.
il n'y a pas de conseil de comportement ou quoi que ce soit. C'est une technique. Et une technique marche toujours. C'est-à-dire, la télévision, on appuie sur le bouton et elle s'allume. C'est extraordinaire, ce qu'on dit là, parce que ça simplifie les choses. Parce que le public est persuadé que tout ça, ça relève du surnaturel. Hein. Voilà. C'est comme ça que ça se passe dans la tête des gens. Pas du tout. Et ce que je voulais dire, justement, c'est que c'est tellement simple. Si je devais définir la méditation, je pourrais dire que c'est un profond repos. C'est-à-dire que vous êtes là et vous commencez à pratiquer la technique et automatiquement, on s'apaise. Hein. Après juste 10 minutes de méditation, on atteint moins 16% de consommation d'oxygène. Ce qui veut dire, et après, il faudrait attendre 8 heures de sommeil pour atteindre moins 8% de consommation d'oxygène. Ça veut dire que la méditation donne un repos qui est encore plus profond que celui du repos lui-même, du sommeil lui-même. Eh bien, ça ne veut pas dire que la méditation remplace le sommeil, puisqu'il y a des fonctions. Mais ce repos profond va permettre l'opportunité, c'est l'opportunité pour le système nerveux de se normaliser, aux choses de se remettre en place. C'est la deuxième loi de la thermodynamique, c'est-à-dire quand l'activité décroît dans un système, l'ordre s'accroît, automatiquement. On peut prendre un exemple que vous connaissez bien, c'est celui d'une jambe cassée. Si quelqu'un se casse une jambe, on lui prescrit un plâtre. Et c'est dans cette immobilisation que l'os pourra se reconstruire. Mais c'est simplement ça. Donner la chance au système nerveux, à l'intelligence du corps, comme Emmanuel disait, parce que l'intelligence est là. Si on lui donne l'intelligence et l'opportunité de s'exprimer, eh bien, automatiquement, il s'exprime. Et c'est ce qui se passe dans la méditation. Et ça va évoluer dans tous les domaines de l'existence. Domaine de l'esprit, du corps, et aussi même au niveau de la société. Explication au niveau de la société, dans ses rapports avec les autres alors? Dans ses rapports avec les autres, premièrement, parce que si quelqu'un est bien dans son corps et dans son esprit, il aura un autre rapport avec les autres, hein. Mais aussi il va influencer son environnement. Vous constatez que quand quelqu'un est calme et avenant, il rentre quelque part, il produit une influence autour de lui. Et bien c'est la même chose. La méditation va produire cet effet d'harmonisation chez l'individu qui va s'étendre également autour de lui. Et plus des gens vont pratiquer la méditation ensemble, par exemple, et plus ils vont influencer l'environnement. Alors il y a une expérience qui a été faite, c'est qu'on va prendre un groupe de méditants dans une pièce et dans une autre pièce, un groupe qui ne médite pas. Et quand ceux qui méditent vont commencer à méditer, on va constater que les ondes EEG de ceux qui ne méditent pas aussi vont se modifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui médite va influencer automatiquement son environnement. En clair, tout à l'heure, il m'avait dit qu'il était enseignant de maternelle. Il voudrait faire de la méditation de la maternelle pour les enfants. Absolument, mais vous touchez un point très important parce que là, actuellement, il y a une fondation qu'on appelle la fondation David Lynch, du nom du grand metteur en scène, qui se développe partout dans le monde, où on fait de façon à ce que les enfants puissent apprendre la méditation transcendantale très tôt. Et ceci est subventionné par cette fondation. Les enfants hyperactifs. Ah, ça c'est l'idéal. L'idéal et Emmanuel peut en parler parce que lui, il est professeur et il sait de quoi on parle. Mais les enfants hyperactifs, et finalement, automatiquement, c'est une mauvaise utilisation de cette intelligence qui est en eux, qui tente de s'exprimer, mais qui trouve une série de stress et de contraintes. Et comment on peut arriver à faire écouter, parce qu'il faut expliquer à l'enfant, un hyperactif. Moi, j'ai déjà vu des hyperactifs, ils sont asociales, les enfants. C'est-à-dire que je connais une mère de famille qui a dû arrêter de travailler pour s'occuper de son enfant, parce que dès que l'enfant arrivait à l'école, perturbait toute la classe, il se mettait sous la table, il réclamait sa mère, enfin c'était quelque chose d'épouvantable. Comment on peut faire, si l'enseignant peut l'apprentissage, mais comment faire entendre un enfant hyperactif? C'est ça.
Parce qu'un enfant hyperactif n'entend pas. Hein? Oui, je sais. L'avantage avec la méditation transcendantale, c'est qu'elle est très très simple, très facile à pratiquer. Alors, bien sûr, il faut savoir s'asseoir un petit moment dans la journée pour pratiquer, mais même, je dis, les enfants en bas âge, à partir de 8 ans, 9 ans, peuvent pratiquer un type de méditation, hein, debout ou en train de jouer ou de faire leurs affaires. D'accord ? Donc c'est vraiment le Veda a tout prévu. Alors, l'enfant peut faire de la méditation tout en jouant. Oui, mais ça, c'est le premier type de méditation. Oui, mais enfin, il faut bien savoir. Donc, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Pour un hyperactif. Ouais. Vraiment, moi, c'est ce qui m'a plu dans cette pratique, c'est sa simplicité. Et on ne demande rien, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de code de comportement, simplement une pratique, une technique. Et ensuite, au fur et à mesure, automatiquement, le comportement change et s'améliore. Et on va dire, est plus en accord avec les lois naturelles. Quand vous faites des cours de méditation, ce sont des cours collectifs, comment ça se passe? Alors ça peut être individuel, où on fait des conférences où il y a plusieurs personnes. Et après, l'apprentissage est individuel, les vérifications sont collectives. Donc voilà. Et où c'est que vous faites vos conférences? Dans les centres de méditation. Hein, pourquoi seulement dans les centres de méditation? Pourquoi ça ne va pas plus loin que ça? Pourquoi ce n'est pas ouvert à un public beaucoup plus large? Quand je dis centre de méditation, le centre de méditation est ouvert à tout le monde. Hein. Et quelle information vous faites? Quel support vous avez pour informer les gens? Parce que ce que vous êtes en train de dire là, tous les deux, peu de gens l'ont entendu jusqu'à présent. Ce qu'est la méditation transcendantale, peu de gens l'ont entendu. Parce que c'est toujours lié à des gens qui sont un peu dans les vapes. C'est toujours s'ils ne fument pas quelque chose avant de commencer. Hein, c'est comme ça que c'est perçu. Donc je suis content que vous soyez là pour éclairer. Absolument. Hein? Ceci dit, actuellement, chaque semaine, on prend des articles sur l'Express, Le Monde ou d'autres. Il y a toujours un article sur la méditation. C'est pas la méditation transcendantale, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, il y a 50 ans plutôt, que Maharishi a commencé le travail de l'Ayurveda et de la méditation. Et a cherché justement, d'abord ce qui a été important pour lui, c'est de vérifier scientifiquement tout ce qui est dit. Bon, parce qu'on peut dire oui, ça calme, ça, mais il faut des fondements. Comme ceux dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et maintenant, les scientifiques, tout le monde, commence à se pencher sur ces résultats-là et voit que c'est une solution pour le monde moderne, qui est un monde très rapide, qui utilise beaucoup de technologies, où on se perd un peu. On se perd beaucoup en écologie, etc. Et voilà une solution toute prête, toute faite. D'accord ? Donc maintenant, on retrouve ça. Et c'est vraiment le grand retour de la méditation. Maintenant, si vous me dites que les gens n'ont pas entendu me parler de méditation, c'est parce qu'ils ne veulent pas entendre. Non, je parle de méditation transcendantale. Parce que, la méditation... En Martinique, je parle de la Martinique. Hein. Mais la méditation transcendantale est présente depuis 30 ans également. Il y a des centres de méditation. Et effectivement, quel que soit l'endroit où vous êtes, vous pouvez être instruit à la méditation transcendantale. D'accord ? Il suffit de prendre contact avec un professeur. Et ça, il faut savoir que ça existe. C'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, votre présence est importante. Voilà. Parce que ça permettra de faire savoir. Voilà. Parce que quand les gens parlent de méditation, il y a une confusion. Alors, il y a transcendantal derrière la vôtre, messieurs. Mais il y a une confusion avec toutes sortes de voyages. Oui. C'est vrai, parce que les hippies étaient les premiers. On a parlé de la méditation avec eux, mais ils avaient tous un joint qui les aidait à partir, à faire un petit voyage. Hein. Alors qu'on n'a pas besoin de ça pour voyager. Pas du tout. Et c'est vrai que c'est un voyage intérieur, tout d'abord. Mais c'est un voyage intime. Mais disons que c'est quelque chose qui est propre à tout le monde. Transcender, quand on dit le terme transcender, c'est aller au-delà de la pensée. Au-delà du niveau de l'activité intérieure. Et aller dans un niveau calme à l'intérieur de soi. Mais
transcender, c'est quelque chose qui nous est propre à tous, qui est inhérent à l'homme. C'est-à-dire que dans des phases de changement entre de conscience, entre la conscience de rêve et la conscience de sommeil, entre la conscience de sommeil et la conscience d'éveil, il y a ces phases de transcendance. Et puis, effectivement, quelqu'un qui s'assied devant un coucher de soleil le soir, il regarde le coucher de soleil, il s'apaise, il peut transcender. Quelqu'un qui écoute de la musique, ouais, il peut transcender. Parce que c'est naturel, c'est quelque chose qui est là. C'est pour ça que la méditation est facile. On n'apprend rien aux gens en réalité. On leur apprend à se détourner des sens et puis se regarder à l'intérieur. Et alors automatiquement ils vont transcender. C'est tout à fait naturel. Pandit, est-ce que les pandits font de la méditation? Alors je suis très à l'aise pour répondre parce que avant d'être pandit, avant d'avoir mon cursus pour être pandit, j'ai été initié par mon ami Emmanuel Robard il y a 35 ans. 35 ans de véritable méditation pratiquée comme on me l'a enseigné. Et je ramène la méditation à la santé. Quand j'étais jeune, je n'avais pas une très bonne santé. Aujourd'hui, je suis sûr que je suis en bonne santé après 35 ans de bonne pratique de méditation. On va vérifier ça. Hein? On va vérifier ça. Et il y a des gens qui en ont profité. Par exemple, mon entreprise, où j'avais la responsabilité d'un service, ce service n'a jamais connu de problème du temps de mon exercice. Eh bien, ça veut dire que, comme Jean-Pierre expliquait, le calme est toujours là. Prendre des décisions, ben, ça devient quelque chose de facile, sans effort. La méditation elle-même est sans effort. Ils ne vous apprennent rien, ils ne peuvent rien vous apprendre, hein, eux. Ils vont simplement vous donner le petit son qui va avec vous, et c'est tout. Ils n'ont rien à vous dire. Et c'est vous qui allez faire l'expérience. Alors, je pense brusquement à une chose, alors, c'est un réflexe. Pour faire la méditation, est-ce qu'il ne faut pas être aussi en bonne santé? Si on a une inflammation quelconque dans le corps, alors j'en pense à une première qui est commune, c'est le problème de l'intestin. L'intestin, c'est 80% de l'immunité, et c'est aussi dans l'intestin que va se synthétiser, va se mettre en place 80% de la sérotonine, scientifique là, la sérotonine, qui est le neurotransmetteur du calme, de la tranquillité, de la zénitude. D'accord. Si jamais on a l'intestin qui ne fonctionne pas bien, est-ce qu'on peut arriver à faire de la méditation transcendantale? Très bonne question. En fait, je n'ai pas besoin de savoir tous les termes scientifiques là. Je vais vous répondre très simplement. Non mais je parle de tout ça là, c'est parce que les téléspectateurs ont l'habitude de ce genre de vocabulaire. Alors en fait, qui peut penser peut méditer. Qui peut penser peut méditer. Donc il n'y a pas d'obstacle pour quelqu'un qui est déjà quand même atteint, malade, de pratiquer la méditation. Il y aura automatiquement un soulagement. C'est vrai que selon l'état de la physiologie, les progrès seront plus lents. Mais automatiquement, quand on apporte le calme à la physiologie, il peut au fur et à mesure se rétablir. De plus, puisqu'on parle de l'Ayurveda là, il y a beaucoup d'outils, à part la méditation, pour apporter une meilleure santé à quelqu'un. Qu'il soit malade ou pas avéré. C'est-à-dire que l'Ayurveda va vraiment prendre en compte l'ensemble de l'individu. Il y a 20 approches différentes de l'Ayurveda. Si vous voulez, je pourrais vous les lire. Oui, je veux bien. L'essentiel, c'est que ce ne soit pas trop technique et que non, ce soit une explication. Si vous voulez des explications après... Non, mais là, il faut les dire, parce que les gens savent de quoi il s'agit. Ouais. Parce que vous êtes venus là, les amis, pour pouvoir faire, pour dire. Hein. Ouais. Alors, les 20 approches, on en a déjà parlé un petit peu avec Emmanuel. Emmanuel va continuer à en parler certainement. C'est la conscience, la méditation. D'accord ? L'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience. L'intelligence qui est inhérente. Ouais. Le diagnostic par le pouls, deuxième. Qu'on retrouve dans d'autres médecines orientales d'ailleurs. Voilà. Médecine chinoise, médecine indienne, médecine tibétaine. Très bien. Les préparations spécifiques à base de plantes et de minéraux. Les techniques de purification ou panchakarma. Ça veut dire quoi ça ?
ce sont des cures ayurvédiques. Hein. Ce sont des cures où on va se faire masser, où on va pouvoir rejeter toutes les impuretés par de cinq façons. Hein. C'est Panchakarma, ça veut dire 5 façons de... Pancha veut dire ça. Voilà, 5 façons d'éliminer les stress. Juste un petit point, juste. Oui. C'est-à-dire qu'on a récemment découvert que, généralement, on se disait que après un match de football, par exemple, on masse les sportifs. Et on pensait que l'équilibre qui était établi était dû au fait qu'on éliminait des toxines. Mais on a découvert une chose essentielle, c'est que le massage agit sur les gènes. Le massage agit sur les gènes. Le plus profond. Et c'est pourquoi, par exemple, c'est sur France 2 qu'on a montré cela, quelqu'un qui avait été électrocuté, qui était pratiquement paralysé, eh bien, avec un massage spécifique, il a pu recouvrer une bonne partie de ses possibilités. Il y a une explication. Voilà. Et oui, le massage est une préparation aussi, hein, une préparation pour épurer le système nerveux. Ensuite, il y a, et je pense que Philippe en a parlé, le Jyotish, Oui. Qui est l'astrologie védique. Ça on n'a pas l'impression qu'il y a un rapport, mais le bon Jyotishi, dans un bon hôpital ayurvédique, on voit d'abord le Jyotishi, parce qu'il y a des tendances dans le corps, des tendances peut-être de maladie, et le Jyotishi peut arriver à aller localiser. C'est intéressant, Pourquoi? Parce que nous sommes une équipe à la Martinique et à la Guadeloupe, nous travaillons de façon particulière. C'est-à-dire que nous tenons compte du bilan de la sécurité sociale qui est un bilan de maladie. Mais le bilan de maladie ne peut pas faire de la prévention et nous dire il se pourrait qu'il y ait quelque chose qui soit en train de s'installer, mais qui n'est pas encore vu par ce bilan de maladie, parce que ce n'est pas installé. C'est ça. Ce n'est pas incarné, voilà. Oui, d'accord. Oui. Donc apparemment c'est la même chose. Là. Oui, c'est la même chose. C'est déjà cette approche plus globale. D'accord. À la différence que nous, en Occident, on va utiliser la biologie. Oui. La biologie, c'est-à-dire que les tendances génétiques de quelqu'un. Oui, mais il faut une prise de sang, il faut... Voilà. Mais si quelqu'un est né à une heure bien précise, sous l'influence de certaines étoiles, il aura une constitution qui sera propre à avoir telle ou telle maladie. Et à ce moment-là, on pourra surveiller aussi les choses à ce niveau. Ça aussi, on peut rencontrer des gens qui vont dire, mais là, on est en train de rentrer dans un domaine particulier qui est l'astrologie, et moi, je n'accorde aucun crédit à l'astrologie. Ceci dit, l'influence des étoiles est connue. Oui. On sait que la Lune influence sur l'activité agricole ou économique. Sur l'eau en particulier. Sur l'eau. Que les marées de mer, on a les marées sanguines aussi dans le corps. Voilà. Oui. L'influence du Soleil est connue. Oui. Alors, on pourrait se poser la question, est-ce que d'autres étoiles qui sont proches du système solaire n'ont pas des influences sur le système nerveux ou sur l'homme ou sur l'activité? Mais disons que c'est le domaine du Veda. Oui, je relève ça parce que c'est le genre de question que les gens peuvent se poser ou dire, moi ça ne fonctionne pas pour moi parce que je ne crois pas à l'astrologie. Voilà. Alors il ne s'agit pas bien sûr de l'astrologie qu'on trouve partout où on va décortiquer ce qui va se passer dans la journée. Non, c'est quelque chose de... On va aller un tout petit peu plus vite. Alors oui, parce on a déjà beaucoup parlé, on arrive à faire l'émission. Alors, les techniques d'intégration neuromusculaire, on connaît ça en termes de Hatha Yoga. Les techniques d'intégration neuro-respiratoire ou pranayama, les techniques d'intégration par les sons primordiaux, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, les rasayana ou préparation plutôt inspirée des Rishi et des grands Védias. Les rasayana, ce sont des compléments alimentaires mais qui vont agir sur l'ensemble de la physiologie. L'intégration par le goût et les épices, l'aromathérapie par l'odorat, la marmathérapie, qui est la cuisine de l'Ayurveda et de la cuisine de l'acupuncture chinoise.
L'alimentation en accord avec la physiologie et l'environnement. La routine en accord avec la physiologie et l'environnement. La science du vaste tout. C'est quoi ça? L'architecture, on va dire, dans son sens le plus large. D'accord? Comment construire des maisons, des villes. L'influence de l'environnement. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et ça aussi, c'est de l'épigénétique. Oui. C'est de l'épigénétique. Oui, c'est de l'épigénétique, c'est formidable. Bon, on rejoint la science moderne. Les techniques de soins par les pierres précieuses. Le Gandharva Veda, c'est-à-dire des musiques suivant les rythmes et les cycles de la journée et des saisons. C'est un petit peu la musicothérapie. Les techniques de MTCD. Ça veut dire quoi ça? Alors, ce sont des techniques sur la base de la méditation transcendantale qui vont développer des canaux spécifiques de la conscience. Les yagyas, oui. Vous en avez déjà entendu parler, on en a parlé avec Philippe peut-être. Les yagyas qui sont donc des techniques qui sont pratiquées par des pandits pour agir sur l'ensemble de l'environnement ou spécifiquement sur l'individu pour régler des problèmes ou des problèmes de santé. D'accord ? Et la création de grands groupes de méditation. Ça, c'est très important parce que plus il y a des groupes importants de méditation ou qui pratiquent les MTCD, ils influencent sur l'environnement. Ça, c'est clair. Voilà. Okay. Alors, donc, ça vous montre. Très bien. Malheureusement, on va terminer sur ça, mais vous allez revenir parce qu'on a tellement de choses encore à partager. Et quand tu parles des grands groupes de méditation, il y a une histoire tout à fait banale. Dans une église, il y a plein de gens qui sont en train de prier, puis il y a un type qui rentre et puis qui casse une statue, et tout le monde pense en même temps, mais sacrilège, il va mourir. Et il meurt. Parce que le groupe était tellement cohérent et ensemble ils ont pensé à la même chose. C'est la légende naturellement. Mais je vous dis la force du groupe. La force du groupe. Et c'est pour ça que c'est quand on est ensemble qu'on est fort. Exactement. Ça, merci de votre présence. Merci Philippe de nous avoir emmené nos deux savants là. C'est moi qui te remercie. Hein. Je voulais dire un point. Oui, juste un mot parce qu'il faut voir une antenne. En fait, il faut savoir que c'est pas la méditation qui est allée vers la médecine, c'est la médecine qui est venue vers la santé. Parce que Maharishi, lorsqu'on lui a apporté tout au début des documents qui disaient que la méditation permettait de bien dormir, par exemple, eh bien Maharishi, lui, il a dit qu'il avait envie de retourner en Inde. Parce qu'en Inde, on médite pour être éveillé, super éveillé. Or, en Occident, on a pris la méditation pour dormir. D'accord. Merci de cet exercice. On ne peut pas être très très long encore là. En tout cas, merci. C'était un plaisir. C'est un plaisir parce que vous allez revenir. Je vous assure, vous n'êtes pas prêts. Dans peu de temps, il faut que vous reveniez, que nous reprenions cette conversation. Merci à vous. Avec plaisir. Merci nos amis de nous avoir reçus chez vous. Merci à la semaine prochaine. Bye bye.